nous allons relire dans cette vidéo donc la fiche de cours sur le dosage direct. Donc, nous reprenons au début. Donc, réaliser donc un dosage, donc c'est déterminer avec la plus grande précision possible la quantité de matière ou la concentration d'une espèce dissoute en solution. Donc tout à l'heure nous avons vu une vidéo donc, sur le dosage par étalonnage. Là nous allons voir une méthode différente qui est le dosage par titrage direct. Donc un dosage donc, par titrage direct est une technique de dosage mettant en jeu une réaction chimique. La réaction de titrage doit être quantitative, c'est-à-dire totale, rapide et unique. Donc ça veut dire que là, pour trouver la concentration d'une espèce inconnue, nous allons faire réagir cette solution inconnue avec une solution. Et donc il va y avoir réaction donc, entre la solution et donc une solution qui va être une solution titrante. Donc déjà cette méthode ne sera pas comme l'autre méthode, une méthode non destructive, elle sera destructive. Donc la réaction qui doit être utilisée donc, pour le titrage, elle doit être une réaction totale, rapide et unique. On effectue donc un titrage lorsqu'on fait réagir une espèce dont on cherche la concentration, qu'on va appeler le réactif titré. Donc le réactif titré sera toujours dans un Becher ou dans un Erlenmeyer. Donc en bas, ici, là, en dessous de la burette graduée, avec donc une autre espèce appelée réactif titrant introduit en quantité connue. Et pour introduire un réactif en quantité connue, donc il suffit de le mettre ici donc dans une burette graduée. Donc si on met une solution de concentration connue et qu'on met un volume connu, donc on sait la quantité de matière qu'on a mis dans le bécher. Donc à la différence du dosage par étalonnage, cette méthode est destructive, donc car la réaction chimique consomme l'espèce à doser. Le suivi donc de titrage peut être réalisé de manière différentes façons, conductimétrie, pH, colorimétrie, etc. Donc ce qu'il faudra comprendre dans cette méthode, c'est que nous utilisons donc une réaction chimique et nous cherchons la concentration par exemple de cette solution là. Donc pour cela, nous allons faire réagir donc cette solution-là, donc un des constituants de cette solution-là, donc avec une autre solution, donc un autre réactif. Il va y avoir une réaction chimique. Comme toute réaction chimique, il y aura donc une équation de réaction chimique. Donc là, c'est une réaction tout à fait globale. Donc imaginez que l'on cherche par exemple donc la solution, la quantité qu'on cherche, donc soit A le réactif titré et B le réactif titrant. Donc ça veut dire qu'on cherche ici la concentration en A dans cette solution-là. Je le fais réagir avec une espèce B que j'ai mis ici. Donc ça veut dire que A et B vont réagir pour former des produits. Donc ici, a priori, je ne connais pas donc le N0A, je ne connais pas, c'est ce que je cherche. Donc si par contre, je sais ce que j'introduis ici, je vais pouvoir chercher l'instant où alors j'aurais mis autant, ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques. Donc les proportions stoichiométriques, c'est donc là c'est défini ici, donc dans l'équivalence. L'équivalence notée E d'un titrage est atteinte quand les réactifs titrants et titrés sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ils sont alors entièrement consommés. Et c'est important que vous compreniez bien ça. Donc l'équivalence, c'est le point important qu'on recherche dans tous les titrages. Donc l'équivalence notée E d'un titrage est atteinte quand les réactifs titrants et titrés sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ils sont donc entièrement consommés. Donc si ça c'est le réactif titré initialement présent dans le bécher et B le réactif titrant donc ajouté à la burette graduée, on peut à chaque instant savoir combien je mets de VB ici. Donc si je sais combien je mets de VB, je peux très bien calculer la quantité de matière ajoutée de B à chaque instant. Et on va chercher en fait l'équivalence, c'est-à-dire quand ils vont être introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire quand en fait on aura introduit donc A et B dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire en tenant compte des coefficients stoichiométriques ici. Donc dans ce cas-là, quand ils seront introduits dans les proportions stoichiométriques et qu'ils auront réagi, il n'y aura plus de A et il n'y aura plus de B. Donc avant l'équivalence, c'est-à-dire avant qu'on les ait donc, mis dans les proportions stoichiométriques, il y aura toujours plus de A que de B. À l'équivalence, A et B sont dans les proportions stoichiométriques, ça veut dire qu'à l'état final, il reste plus de A et il ne reste plus de B. Et quand j'aurai passé l'équivalence, donc c'est-à-dire que quand j'aurai mis plus que les proportions stoichiométriques, donc il n'y aura plus de A et il y aura B en excès. Alors ça c'est une chose qu'il est donc assez difficile de comprendre, et donc il faut, si vous avez vraiment compris ça, vous avez fait un grand pas donc dans les équations, dans les exploitations de dosage. Donc par exemple, si je prends un exemple ici qui est donné plutôt que des exemples
avec des A et des B. Je reviendrai ensuite sur ce qui a été écrit. Donc par exemple, si on prend le diode plus donc les ions thiosulfate donne les ions iodure plus les ions tétrathionate. Donc imaginez que je cherche ici donc cette concentration inconnue en diode. Donc ça veut dire que je mets le diode dans le bécher, ici. Et donc ensuite, les ions ici thiosulfate, ceux-là, je les mets dans la burette. Donc imaginez, si je mets, ça c'est dans le bécher, donc ça veut dire qu'il y a une concentration, et j'ai mis une quantité de matière dans mon bécher inconnue, et j'ajoute avec ma burette donc des ions thiosulfate. J'ajoute petit à petit des ions thiosulfate, donc ça veut dire que dans le bécher, je fais faire réagir donc une partie des I2 avec donc les ions thiosulfate que je viens d'ajouter. Au tout début, vous comprenez assez facilement qu'il va y avoir beaucoup de I2 en excès par rapport aux ions thiosulfate. Par contre, il y aura un moment, quand je vais verser avec la burette, il y aura un moment où j'aurai introduit autant de thiosulfate que nécessaire pour réagir avec tous les diodes. Et à ce moment-là, on sera dans ce qu'on appelle l'équivalence, c'est-à-dire que dans mon bécher, tout le diode aura réagi avec tous les ions thiosulfate. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de réactifs, donc le diode et les ions thiosulfate auront disparu. Et quand je continuerai à verser avec ma burette des ions thiosulfate, donc dans ce cas-là, ces ions thiosulfate ne réagiront avec rien puisqu'il n'y aura plus de diode, donc ils seront en excès. Donc c'est important de comprendre ça. Sur cet exemple-là, par exemple, sur cet exemple-là ici, imaginez bien, vous avez donc ici une molécule donc que l'on recherche dans une solution. On va la doser donc par exemple ici donc avec des ions hydroxyde. Donc ça veut dire que ça on le met dans le bécher. Et celui-là, on le met ici donc dans la burette graduée. Donc là, c'est plus simple cet exemple-là parce qu'il y a des 1 et des 1. Donc ça veut dire au niveau des coefficients stoichiométriques. Donc ça veut dire que au début quand je mets ça dans ma burette graduée avec de solutions connues, je verse, allez, on va dire 1,5 millilitre. Donc il y a la quantité de matière associée en hydroxyde qui va réagir avec la quantité de cette molécule-là. Donc au début du dosage, ça est en fort excès, donc ça veut dire que tous les ions HO- vont réagir avec une partie de ces molécules-là. Je continue mon dosage jusqu'au moment où j'aurai introduit autant d'ions hydroxyde que de mol de cette molécule-là. À ce moment-là, ça veut dire que tous les ions HO- auront réagi avec toutes les molécules ici, toutes les quantités de matière, donc de molécules de cette formule-là. Donc ça veut dire qu'à cet instant-là, qu'il faudra que je repère, je saurai combien j'ai mis de HO-, étant donné que tous les HO- auront réagi avec toutes, par exemple, ces molécules-là, bah, je pourrai savoir donc la quantité de matière qu'il y avait de cette molécule-là parce que je sais combien j'ai mis de HO-. Et ça, c'est super important que vous ayez compris ça. Donc, si déjà vous avez compris au niveau de cette première partie de vidéo là, que l'important en fait dans un titrage est de repérer le moment où on introduit donc le réactif titrant en proportion stoichiométrique avec le réactif titré. Donc en fait ça c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire qu'on doit repérer ce moment où on a introduit donc les réactifs titrants et titrés donc dans les proportions stoichiométriques. Alors un moyen pour retrouver ça, donc s'ils sont introduits dans les proportions stoichiométriques, ils sont alors entièrement consommés. Donc s'ils sont entièrement consommés, vous pouvez faire un tableau d'avancement et ensuite dire que l'équivalence, les réactifs sont totalement consommés. S'ils sont totalement consommés, ça veut dire que ça est égal à 0 à l'équivalence et ça est égal à 0 à l'équivalence. Je répète, ils sont entièrement consommés à l'équivalence uniquement. Avant c'est faux, après c'est faux. Le seul moment où les deux réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques et donc entièrement consommés, ce n'est valable que à l'équivalence, à un seul et unique instant. Je vous conseille très fortement de ne pas faire de tableau d'avancement, je vous l'ai mis ici, mais d'exploiter donc par rapport aux proportions stoichiométriques. Et il y a une méthode qui marche toujours, c'est que si donc vous avez une équation de type général A fois une espèce A plus B fois donc B, les petites lettres, donc lettres minuscules sont les coefficients stoichiométriques, et enfin les grandes lettres donc sont les espèces. Et ben pour dire que si on exploite le fait qu'à l'équivalence les réactifs donc sont introduits dans les proportions stoichiométriques,
une méthode très simple pour ne pas se tromper entre les 1 et les 2 des coefficients stoichiométriques, c'est de dire que la quantité de matière de l'espèce A divisée par son coefficient stoichiométrique égale la quantité de matière de B divisée par le coefficient stoichiométrique. Donc des exemples, si on revient aux exemples précédents, donc là vous voyez on a des coefficients stoichiométriques qui sont égaux à 1 et à 1. Donc ça veut dire que si donc lui est le réactif donc qu'on cherche à déterminer, donc le réactif titré. Donc ça veut dire que le N de C9H8O4 est égal au N de HO-, puisque vous voyez les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Vous remarquerez qu'ici je mettrai toujours des 0 et des E. Donc le 0 correspondrait donc à la quantité de matière de l'espèce dans le bécher, donc quantité initiale, elle ne varie pas, elle. Par contre, le NE veut dire que c'est la quantité de matière versée à l'équivalence de ce réactif-là. Donc ça, ce n'est valable que si par exemple le réactif titrant est ion HO-, ça veut dire que c'est lui qu'on verse, donc c'est lui qui va être important à l'équivalence. Donc c'est pour ça que la quantité de matière à l'équivalence de HO- est égale à la quantité de matière initiale de la molécule, donc initialement présente dans le bécher. Et on peut très bien aussi imaginer l'inverse. Mais donc dans ce cas-là, si c'est des ions HO- qu'on dose, donc la quantité de matière initiale des ions HO- est égale à la quantité de matière de cette molécule-là versée à l'équivalence. Donc ça c'était un exemple avec des coefficients stoichiométriques égaux à 1 et à 1. Pour des coefficients stoichiométriques différents de 1, donc par exemple ici, vous avez un coefficient stoichiométrique 1 ici et 2 ici. Donc au niveau des équations, vous avez toujours donc n de I2 divisé par le coefficient stoichiométrique 1 est égal, donc ici au n donc de l'ion S2O3 divisé par 2. Et ensuite, vous mettez le 0 et le E selon que vous dosez. Donc si par exemple les ions d'iode ici donc, sont dans le bécher, c'est-à-dire que c'est eux qu'on cherche à doser, donc on le met ici en 0 puisque la quantité est la quantité initiale qui est dans le bécher, et donc ce qui est versé et donc la quantité de matière que l'on cherche à l'équivalent, ce sera donc la quantité de matière de l'espèce dans la burette graduée, donc ici la quantité de matière à l'équivalence de l'ion S2O3 et là on divise par 2 puisqu'il y a un coefficient stoichiométrique 2. Donc j'espère que vous avez déjà tous compris qu'en gros l'équivalent, l'important dans un dosage direct, c'est de repérer l'équivalence, donc ça c'est au niveau d'un TP, et ensuite c'est d'exploiter l'équivalence. Donc vous, dans tous les exercices, ce qui sera difficile pour vous, c'est d'exploiter l'équivalence. Donc cette phrase-là sera toujours à donner. Et donc je vous conseille d'écrire que l'équivalence d'un titrage est atteinte lorsque les réactifs titrants et titrés sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ensuite, donc ça veut dire que vous aurez toujours une réaction chimique. Une réaction chimique, par exemple, on a un exemple de ce style-là. Et il faudra donc exploiter le fait que s'ils sont introduits dans les proportions stoichiométriques, écrire l'équation donc à l'équivalence. Et à partir de là, il faudra donc vous débrouiller avec les formules C fois V, n petit n égale petit m sur grand m, etc., etc. Donc pour repérer l'équivalence d'un dosage direct, donc plusieurs méthodes. Donc dans le cas d'un titrage pH métrique, donc lorsque la réaction de titrage est une réaction acido-basique, on peut effectuer donc ce qu'on appelle un titrage acido-basique. Lors de cette technique, on mesure le pH de la solution du bécher après chaque ajout de la solution titrante. Donc par exemple, vous imaginez, là j'ai la solution donc titrée, j'ai ma solution titrante de concentration connue, et ici donc j'essaye je mesure ici à chaque fois que je verse donc en quantité connue ma solution titrante, je mesure le pH de la solution. Donc on obtient un graphique, pH égale V de volume titrant, donc lorsque qui part de 0, qui va généralement jusqu'à 25, lors du titrage pH métrique, la brusque variation, vous obtiendrez une brusque variation du pH, et cette brusque variation du pH se fait pour un volume qui s'appelle le volume équivalent. Donc ça, on pourra le démontrer, vous le démontrerez ultérieurement. Deux méthodes, donc vous y voyez, par exemple, vous obtiendrez par exemple un exemple là, donc là ça c'est un exemple quand on dose donc un acide et qu'on met dans la burette par exemple une base forte, donc le pH va augmenter. Si bien sûr on dosait donc une base forte par un acide fort, on aurait l'exemple inverse, donc du pH qui diminue. Donc ici vous voyez qu'on a le pH en fonction de l'ajout donc ici de la solution. Donc on cherche le volume équivalent, le fameux VE, volume équivalent. Donc le volume de solution titrante pour lequel on a introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques. Donc on trace donc deux méthodes, la méthode des tangentes parallèles. Donc on trace deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut de pH. Donc vous tracez une parallèle, vous tracez donc une première tangente, vous tracez ensuite la seconde tangente parallèle à la première.
Ensuite, on trace une droite, celle-là, qui est équidistante donc de ces deux tangentes. Et cette droite équidistante coupe la courbe en un point. Et ce point, c'est ce qu'on appelle, il a des coordonnées qui sont le pH à l'équivalence et le volume à l'équivalence. Ou alors la méthode de la dérivée. Donc un logiciel de traitement comme Capstone, par exemple, permet de tracer la dérivée du pH en fonction du volume. Donc si vous tracez la dérivée du volume, la dérivée du pH en fonction du volume, vous voyez que là vous avez de brusques variations ici autour de ce volume équivalent, ce qui fait que la dérivée est très grande, si vous avez compris le sens des dérivées. Donc il suffit ensuite de pointer le maximum de la dérivée, et le maximum de la dérivée correspond donc au volume équivalent. Pour donc les titrages conductimétriques. Donc lorsque la réaction de titrage fait intervenir des ions, on peut alors envisager un titrage conductimétrique. Donc dans ce cas-là, si au cours du dosage la dilution est négligeable, alors lors de cette technique, on mesure la conductivité de la solution du Béchir après chaque ajout, donc de la solution titrante. Donc là, idem par rapport à tout à l'heure, sauf qu'au lieu de mesurer le pH de la solution, on mesure la conductivité. Donc ce graphique, vous verrez qu'il sera constitué généralement donc, de deux droites avec des coefficients directeurs différents. Alors ils ne seront peut-être pas forcément avec un coefficient directeur ici négatif et positif, ça peut être des coefficients directeurs positifs mais différents, donc un faible, un très grand. Donc vous aurez forcément en tout cas une coupure entre avant et après l'équivalence. Donc le point d'intersection des deux droites avant et après l'équivalence permet de repérer donc l'équivalence du titrage et donc le volume équivalent ici. Donc par exemple, pour le TP sur le desktop donc, que nous allons faire, l'équation du titrage est la suivante. Donc les ions H3O+, réagissent avec les ions HO- présents dans le desktop pour donner donc 2 molécules d'eau. Donc on met ici donc la solution de desktop, on la dose avec une solution d'acide chlorhydrique de solution de concentration connue. On vous donne ici les conductivités ioniques molaires. Donc avant l'équivalence. Donc je laisse l'équation avant l'équivalence, donc ça veut dire que avant l'équivalence, si on dose les ions HO-, donc ils sont en excès, et donc à chaque fois que j'introduis des ions H3O+, ils auront entièrement réagi, donc eux, ils seront pas présents donc avant l'équivalence. Il n'y aura que les ions HO- qui seront en excès, et vu qu'il y a aussi les ions spectateurs qui sont là, donc les ions Na+, et les ions Cl-, les ions Na+, étant ceux qui viennent ici de la solution d'hydroxyde de sodium, et les ions Cl- sont ceux qui sont les ions spectateurs ici de l'acide chlorhydrique. Donc les ions H3O+ sont entièrement consommés, les ions HO- réagissent et disparaissent progressivement, alors que les ions Cl- apparaissent. Étant donné que la conductivité ionique molaire de HO- est supérieure à celle de Cl-, la conductivité totale diminue. Donc ça veut dire que sigma de HO-, la contribution liée à HO- qui est égale à lambda HO- fois la concentration HO-, diminue plus rapidement que la contribution des ions Cl-, donc est égale à la conductivité ionique molaire fois la concentration. Donc c'est pour ça qu'avant l'équivalence, dans ce cas-là, la pente du graphique donc, est négative. Après l'équivalence, c'est l'inverse. Si vous prenez donc l'équation, je vais la redescendre ici, après l'équivalence, ici, donc ça veut dire que tous les ions HO- ont réagi avec les ions H3O+ apportés à l'équivalence, et on continue à ajouter des ions H3O+, donc ça veut dire qu'en fait ils ne réagissent plus, eux, il n'y en a plus après l'équivalence, donc c'est pour ça que les ions présents donc après l'équivalence, ce sont les ions H3O+ en excès, toujours les ions Na+ et les ions Cl- qui sont spectateurs. Les ions HO- donc eux sont entièrement consommés, les ions H3O+ sont en excès, apparaissent progressivement, alors que les ions Cl- apparaissent encore. La conductivité totale augmente donc dans ce cas-là assez rapidement. Donc c'est pour ça que la pente ici donc est positive. Donc ça c'est ce que nous avons vu dans une activité que nous avons fait en cours donc sur ce fameux type de dosage. Donc là dans ce cas-là, pour repérer l'équivalence, j'ai juste à tracer une droite avant, une droite après. Le point d'intersection de ces deux droites tangentes me donne donc le volume à l'équivalence. Ensuite, le cas d'un titrage colorimétrique. Vous allez voir que quand on va faire en TP le dosage par suivi pH métrique, c'est très long. Donc lors d'un dosage colorimétrique, on peut substituer ça donc avec ce qu'on appelle un titrage colorimétrique. Donc dans ce cas-là, on cherche un changement de teinte du milieu réactionnel qui permet de repérer l'équivalence. Donc cela nécessite qu'un seul des réactifs soit coloré, donc l'équivalence est alors repérée par l'addition ou la disparition d'une coloration persistante. Donc ça, c'est valable si
seul des réactifs est coloré. On peut repérer quand est-ce qu'il disparaît, et dans ce cas-là, on trouve assez facilement donc, le volume équivalent. Si toutes les espèces sont incolores, alors ce repérage peut être facilité par l'utilisation d'un indicateur de fin de réaction qui est généralement un indicateur coloré. Donc par exemple le thiodène ou l'emploi d'amidon pour la présence de diodes, les indicateurs colorés acido-basiques, donc ce sont des couples acide-base dont les deux espèces n'ont pas la même teinte. Donc si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence, il peut alors être utilisé comme indicateur de fin de réaction. Donc exemple, imaginez que vous faites le suivi pH métrique d'un dosage, vous obtenez cette courbe-là. Donc vous voulez obtenir donc, le pH à l'équivalence qui est ici à peu près de 12,5 ml. Toutes les espèces en solution sont incolores, mais vous n'avez pas le temps, le suivi pH métrique est trop long. Donc on va mettre quelques gouttes d'un indicateur coloré dans la solution, j'ai bien dit quelques gouttes. Donc il va falloir donc maintenant le choisir, cet indicateur coloré. Donc une fois que vous avez la courbe, il suffit de choisir un indicateur coloré, donc pour lequel qui contient, donc la zone de virage contient le pH à l'équivalence. Parce que si tel est le cas, regardez bien, par exemple pour le bleu de bromothymol, ça veut dire qu'avant l'équivalence, la solution ici, avant l'équivalence, le pH serait inférieur donc ici à ce pH, à la zone de virage, donc il serait inférieur ici, à, on va dire à peu près 6. Donc ça veut dire que pour le bleu de bromothymol, si je regarde ici, on est entre 6 et 7,6, donc ça veut dire qu'en dessous de 6, on est jaune, donc ça veut dire qu'au début du dosage, on est jaune. Après l'équivalence, donc on serait au-delà de 7,6, on serait bleu. Et quand on passe du jaune au bleu, on est dans ce qu'on appelle donc la zone sensible de cet indicateur. Vous voyez bien que le pH à l'équivalence est totalement contenu dedans. Donc ça veut dire qu'imaginez vous êtes dans votre burette, vous êtes avec votre burette graduée, vous versez, vous avez mis quelques gouttes de bleu de bromothymol, la solution dans le bécher est jaune. Vous ajoutez goutte à goutte donc dans la burette donc le réactif titrant jusqu'à ce que la solution jaune commence à devenir bleue. Et à partir du moment où elle commence à devenir bleue, vous êtes à l'équivalence puisque vous êtes dans cette zone-là. Donc cette zone-là, regardez bien, donne bien approximativement donc le volume à l'équivalence. Mais il faut bien choisir donc son indicateur coloré. Par exemple ici, pour ce dosage-là, l'héliantine ne serait pas un bon indicateur coloré. Pourquoi? Parce qu'en gros, avant, on va dire l'héliantine, si je le prends ici, entre 3,2 et 4,4. Donc c'est-à-dire qu'avant 3,2, la solution serait rouge, et après elle serait jaune. Mais le volume à l'équivalence, regardez bien, si je commence à voir quand est-ce que ça va bouger entre le jaune et le rouge, on voit que ça va commencer à bouger ici autour de largement avant 12,5. Ça va bouger à peu près à 10. Donc si je prends l'héliantine comme indicateur de fin de réaction, je vais voir une équivalence autour de 10, alors que moi je veux bien une équivalence autour de 12,5. Donc ça veut dire que pour choisir l'indicateur de fin de réaction, en tout cas pour les titrages acido-basiques, il vous faut nécessairement avant une courbe donc de titrage pour choisir l'indicateur coloré dans lequel le pH à l'équivalent est contenu dans la zone de virage. Donc ça veut dire que concrètement, l'exercice de bac classique, on vous donne une courbe de dosage pH en fonction du volume, et on vous donne plusieurs indicateurs colorés, on vous demande lequel choisir. Donc ça veut dire qu'il faut que vous choisissiez un indicateur coloré dont le pH à l'équivalence que vous aurez repéré par exemple par la méthode donc soit des tangentes, soit la méthode de la dérivée, est contenu dans la zone de virage d'un des indicateurs colorés ici. Et si vous avez plusieurs indicateurs colorés qui vérifient ça, dans ce cas-là, il faut prendre celui qui a la zone de virage la plus petite autour du pH à l'équivalence. Ensuite, on continue. Donc, il me semble que j'ai fini donc cette fiche donc de dosage. Donc, l'important de cette fiche de dosage par titrage direct, comprendre donc que on introduit en quantité connue donc un réactif titrant qui réagit avec le réactif titré, et le seul moment qu'on doit intéressant dans ces titrages là, c'est de repérer le moment où on introduit donc le réactif titrant et titré dans les proportions stoichiométriques. Et ça, donc il y a différentes méthodes. Les différentes méthodes donc sont soit donc pour les pH, donc la méthode des tangentes par suivi pH métrique, la méthode de la dérivée, un dosage par conductimétrie, ou alors un dosage beaucoup plus rapide donc par titrage colorimétrique. Et ensuite, une fois que vous avez repéré l'équivalence, ce qui va vous poser beaucoup de problèmes, ça va être d'exploiter l'équivalence et d'exploiter le fait que les réactifs titrants et titrés par exemple ici sont introduits dans les proportions stoichiométriques, puisque ensuite
Après, ça sera à vous de jouer. Si vous savez, par exemple, la quantité de matière que vous avez introduite à l'équivalence de cette ion ici, donc l'ion sulfate, après, il faudra remonter au N2O2I2, remonter à la concentration initiale en fonction des dilutions, de la préparation, comment a été faite la solution. Donc là, il y a beaucoup de calculs de chimie avec les formules N égale C fois V, petite m égale petit n fois grand M, etc., etc. Donc là, c'est là aussi une des difficultés qui est d'exploiter cette relation à l'équivalence. Voilà, donc nous espérons que cette vidéo vous aura été utile.